Bonjour, bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Buongiorno e benvenuti. Je suis ravie de vous accueillir dans cette rencontre dans le cadre de Italissimo, festival de littérature et culture italienne qui célèbre cette année sa 10e édition. Et je suis ravie d'être à côté de Lorenzo Mattotti avec qui on va échanger aujourd'hui. Dans une rencontre au croisement entre le dessin, l'illustration et la musique. Ce sujet n'a pas été choisi au hasard, bien sûr, mais voilà, la musique est vraiment au cœur, au centre de l'inspiration, de la création et du geste artistique de Lorenzo. Et on aura la chance aujourd'hui d'ailleurs de vérifier tout ça en direct, puisque Lorenzo va dessiner pour nous tout à l'heure en direct. Je vous dis quelques mots voilà, de présentation, et puis on va rapidement justement écouter de la musique et écouter Lorenzo. Lorenzo est un auteur de bande dessinée, un peintre, un illustrateur, un réalisateur aussi de films d'animation. Ses débuts remontent à la fin des années 60. À partir de 1984, il publie dans une revue italienne Feu, qui deviendra après, voilà, qui sera édité ensuite aussi un volume. Et à partir de là, voilà, sa production ne s'arrête plus, se diversifie, les titres se multiplient. Il y aura des livres illustrés, il y aura des collaborations littéraires, il y aura aussi des couvertures pour des titres de presse très très importants, Vogue, Cosmopolitan, Libération, New Yorker, juste pour en citer quelques-uns. Il y aura aussi des affiches, les affiches du Festival de Cannes, de la Biennale de Venise, de la Mostra de Venise et bien sûr, on ne va pas l'oublier, les affiches d'Italissimo, parce qu'il faut savoir que Lorenzo est l'auteur de l'affiche de la première édition d'Italissimo et de l'édition de cette année. L'affiche de cette année est dessinée par lui. Il a reçu évidemment beaucoup de prix pour son travail. Il a exposé dans beaucoup d'expositions justement personnelles dans des galeries et dans des musées dans le monde entier. Et on va pas oublier évidemment de citer la fameuse Invasion des ours en Sicile, son long métrage d'animation qui a été sélectionné à Cannes en 2019. C'est un film tiré d'un livre de Dino Buzzati qui avait d'ailleurs lui-même illustré le texte. Tout ça pour donner une idée du fait que voilà, on est face à un auteur, un artiste très éclectique qui a été capable au cours de sa longue carrière, voilà, d'explorer et de s'aventurer dans des territoires divers. Mais la musique a toujours été voilà au centre de son inspiration. Ça a eu un rôle central et voilà, donc on va tout de suite parler de ça. Ça va être d'ailleurs ma première question, Lorenzo. J'ai lu dans un article que vraiment le début de ton travail est lié à la musique, puisque quand tu avais 12-13 ans, ton père vous a offert à tes frères et à toi 2 guitares électriques. Et à partir de là, voilà, ça a été une espèce de révélation, puisque vous avez commencé avec tes frères à passer des moments comme ça, enfermés, à créer de la musique, et ça vous a donné vraiment la notion, enfin c'est comme ça que tu le décris dans l'article, de ce que ça pouvait être un moment de création ensemble. Donc voilà, je voudrais vraiment revenir avec toi sur ces débuts et que tu nous racontes un peu ces après-midi là de musique et de dessin, parce que rapidement, il faut savoir que Lorenzo a commencé à créer justement en écoutant la musique. Oui, bonsoir, merci pour être là. Et oui, en effet, avec ces 2 guitares électriques, c'était il y a très longtemps. C'était exactement les périodes des Beatles, de Bob Dylan, tous les débuts. Je me souviens Revolver, notre premier disque, et on s'amusait beaucoup. En fait, l'idée, on s'est fermé dans la chambre, notre chambre, et on faisait beaucoup de bruit, mais le fait qu'on était 3 frères et aussi des copains, entre les bruits, de temps en temps, ça sortait des mélodies. Et cette mélodie, ça nous donnait l'idée que tout ensemble, on créait ensemble. Cette idée de créer ensemble, de créer de la créativité, de l'imaginaire, je crois que ça vient de là. À part tous les jeux d'enfance et tout ça. On jouait beaucoup ensemble. Mais la musique, alors les rapports, moi j'aimais beaucoup toujours dessiner. Et mes frères, à un certain moment, ils ont fait des groupes musicaux. Eux, ils étaient beaucoup mieux que moi à jouer.
Et on a fait des spectacles avec des diapositives et des musiques comme ça. Et aussi, après, aussi avec mon copain scénariste, on a fait présenter des spectacles de notre histoire de bande dessinée projetée et avec de la musique derrière. En fait, les mouvements, la relation avec la musique et tout ça, c'est beaucoup plus dans ma tête que les textes, l'idée des textes et les rythmes. Évidemment, cette période-là, chaque mois, il y avait un disque chef-d'œuvre. Je me souviens encore la première fois qu'est sorti Hot Reds de Frank Zappa, que c'était une sorte de feu d'artifice d'images, de perspectives, de couleurs. Après les tout premières King Crimson, que c'était de la musique presque picturale. Et chaque fois, moi j'avais l'impression que la musique, ça devenait des images. Et des couleurs, des images et tout ça. Et je vais vous faire écouter le premier morceau, que c'est Dark Star de Grateful Dead. C'est un morceau, je suis pas musicologue, mais c'est un morceau grand classique de la musique psychédélique américaine, de Grateful Dead, de Jerry Garcia à la guitare. C'est aussi un morceau que Antonioni l'a utilisé dans un Brisky Point à un certain moment. Et ça, je vais vous faire écouter ça, parce que en fait, c'est la première musique que j'ai eu envie d'essayer de dessiner dans ma ingénuité, naïveté. Et j'étais très jeune, hein, mais j'ai essayé de me mettre, évidemment influencé par toute la culture iconographique psychédélique américaine, les bandes dessinées underground et tout ça. Et aussi la française, avant Metal Hurlant encore. Et j'ai essayé de faire en 3 pages un peu le développement de la musique. C'est un morceau très long, mais on va écouter seulement les débuts. Et vous allez écouter comme la guitare, c'est un peu comme le saxophone de John Coltrane, comme la trompette du jazz. C'est vraiment de l'improvisation totale et vous voyez comme la ligne de la guitare, ces distorsions, ces comment se dit, acuti, ces notes aiguës, ces bas et tout ça, ça peut devenir, dans ma tête, c'était presque des traits, des pinceaux, des traits, des lignes. Mais que je comprenne bien avant d'écouter, donc quand tu dessines sur une musique, c'est que vraiment ton dessin est la représentation de cette musique-là. C'est pas juste une inspiration, quelque chose, une atmosphère, je veux dire. Il y a des musiques qui me donnent l'atmosphère, qui m'influencent, qui me donnent des images, qui m'évoquent aussi des images et tout ça. Mais d'autres musiques, et je vais vous faire écouter aussi, ils m'ont influencé dans la façon de chercher les traits, les couleurs, les images liées à la sonorité. Après, on va voir d'autres exemples. Ici, c'est plutôt l'idée de développement, de métamorphose de la musique et la métamorphose du trait et du dessin, qui c'est continuellement un changement, une sorte de rechercher l'extase, en fait, une sorte d'extase. Et on peut écouter. Et ça, vous allez voir presque 3 ou 4 planches. Dans cette période, moi, j'ai essayé, les premières 3 planches sont vraiment cet premier essai de donner une vision à cette musique, et les autres sont liés à notre vie des jeunes, faire les concerts, les festivals de Umbria Jazz en Italie, les festivals du rock, un peu l'atmosphère qu'on vivait dans cette période. Et j'ai essayé de les dessiner dans cette période. On peut partir avec la musique.
C'était un morceau un peu long, mais pour vous donner cette idée des lignes, non, des guitares qui va en haut, en bas, et à un certain moment, il monte, monte, monte. Et cette musique, évidemment, je l'ai écoutée 1000 fois. Et parfois, je me suis retrouvé à essayer de donner, soit avec les couleurs, avec les traits et tout ça, cette idée d'énergie, d'extase, des mouvements aussi qu'il y a dans cette musique. Il y a un deuxième morceau que tu as choisi et on va écouter un petit extrait. C'est Guilty de Lou Reed. Non, c'est Nick Drake. C'est vrai? Oui. Peut-être. C'est pas le bon ordre. D'accord. Bon ordre. D'accord. Je te laisse nous présenter alors, voilà, ce que ça a représenté pour toi cet extrait et dans quel cadre tu l'as. Dans cette période, un des évidemment, il y avait tellement de musique autour de moi comme ça, mais une fois, je me suis retrouvé à avoir une couverture d'un disque d'un certain Nick Drake, c'était Pink Moon, une couverture magnifique, et un copain m'avait dit que c'était très bien, intéressant à écouter, et j'ai commencé à écouter, et alors, ce qui m'a frappé complètement, c'est la voix, c'est la voix, les couleurs de la voix. Nick Drake, c'est un chanteur, un auteur qui a fait seulement 3 disques. Les deux tout derniers, Pink Moon, ça dure vraiment 20 minutes seulement. Et après, il est mort de psychopharmaques. Il était très dépressif. Mais les 3 disques qu'il a laissés, à cette époque, on était très peu à connaître Nick Drake. Après, il est devenu presque un auteur de culte. Et encore maintenant, beaucoup de jeunes aiment beaucoup Nick Drake. Mais ce qui m'a frappé, c'était cette sensation de musique. Lui, il est écossais. Il était écossais. Et des chaleurs et dans le même temps, des mélancolies. Une mélancolie presque lumineuse. Et c'est très compliqué à exprimer, mais c'est ce qui m'est donné à moi. Et je crois, et sa voix, sa musique, j'avais l'impression qu'il me donnait un certain type de couleurs. C'était une période très dure aussi, hein, les jeunes, les rock'n'roll, les rock, très acide aussi, très dur. Et Nick Drake, c'était une voix, par contre, très mélancolique, très isolée, très nostalgique, mais avec un grand amour. Ça donnait aussi un grand amour de la vie. Je ne sais pas comment dire. Et j'ai essayé mes premiers essais en couleur, toujours liés à des atmosphères des jeunes, des villes, comme ça, des solitudes aussi. C'était une période où j'habitais à Milan tout seul, essayant de gagner ma vie avec la bande dessinée. Et j'ai commencé à faire des histoires presque musicales, avec un texte très, très poétique, très simple. Jamais publié. C'était des recherches, c'était trop visionnaire peut-être. Mais où pendant que je les faisais, je pensais toujours à ce type d'atmosphère, ce type de couleurs, de la voix et tout ça. Excuse-moi, je te coupe parce que tu dis jamais publié, peut-être trop visionnaire, donc tu as essayé de les faire publier et on ne les a pas acceptés. Oui, mais c'est un peu comme toutes les images que vous avez vues et aussi les prochaines. Ils n'ont jamais été publiés, en fait. C'était toujours refusé par les magasins, c'était trop compliqué. Pourquoi alors? Je ne sais pas. C'était très compliqué les débuts de ma carrière. Après, ça a bien allé. Mais probablement, il y avait une sorte de... C'était un peu, je ne sais pas, enquête. C'était pas trop professionnel, peut-être. Je ne sais pas. Et de toute façon, ça m'a permis de rechercher tout le temps, d'aller plus loin et de continuer à travailler en pleine liberté, si tu veux. Et on peut passer. On écoute. Ok, c'est Nick Drake.
could have been a sailor, could have been a cook, a real life lover, could have been a book. I could have been a signpost, could have been a cloak, as simple as a kettle, steady as a rock. I could be here and now, I would be, I should be, but how? I could have been, but what are these things first? I could have been, but what are these things first? I could have been your pillar, could have been your door. I could have stayed beside you, could have stayed for more. I could have been your statue, could have been your friend. A whole long lifetime could have been the end. I could be oh so true. I would be, I should be, through and through. I could have been, but what are these things first? I could have been, but what are these things first? Could have been a whistle, could have been a flute, a real life giver, could have been a boot. I could have been a signpost, could have been a clock, as simple as a kettle, steady as a rock. Could be even here. I would be, I should be, so near. I could have been, but one of these things first. I could have been, one of these things first. Ok. Je n'ose plus annoncer la suite parce que ça se trouve, j'ai pas le bon ordre, tu vas nous dire. C'est Robert Wyatt. Ah. Alors, Robert Wyatt, il a une histoire, c'était lui aussi faisait partie d'un groupe très expérimental, c'était les Soft Machines, qui mélangeait jazz, rock, improvisation et tout ça.
et c'était le batteriste qui chantait aussi. Mais à un certain moment, il a eu un incident. Il est tombé dans la fenêtre, il est resté paralysé. Mais il a continué, il n'a pas pu continuer à faire de la batterie, mais il a commencé à composer de la musique. Et il a fait une musique, il a fait un disque très connu, très célèbre, que c'est Rock Bottom, et où la voix de Robert Wyatt, aussi avec les soft machines, c'est une voix très spéciale. Ils utilisent le falsetto, la faux voix, mais aussi elle est très, très blande, très faible. C'est un peu comme fragile, c'est très fragile. Et cette voix, je vous fais écouter un morceau, et ça m'a toujours touché, particulièrement pour le courage de chanter et d'offrir sa propre fragilité, sa propre douceur, sa propre être désarmé et de ne pas avoir peur d'être fragile. Et ça m'a toujours touché, toujours cette voix que c'est sur le point presque de disparaître, ou trembler, ou sonner, chanter faux. Il m'a donné, il m'a dit pourquoi pas dessiner avec la plume de la même façon. Avoir le courage d'être fragile, de trembler, de faire des formes étranges, de pas être, de faire semblant de ne pas savoir dessiner, pas semblant, d'avoir la ligne qui dessine d'une complète liberté, mais vérité et direct, comme ça. Ça, c'était une série de dessins que moi, après, j'ai continué à faire dans mes livres, dans mes sketchbooks, qui ne sont pas des sketchbooks, dans mes books. Et après, je les recueillis dans une recueil, dans un livre qui s'appelle Ligne fragile, justement. Mais après, j'ai continué, parce que c'était la possibilité d'explorer un monde intérieur, pas fait pour le public, mais pour moi-même. Et c'est surtout un exercice d'acceptation de ses propres fragilités, de ses propres incapacités, de ses propres faiblesses. Comme Robert Wyatt, il a eu le courage de les mettre en musique. Écoutons. Juste avant d'écouter, peut-être, si je peux, Lorenzo, j'ai une petite question, parce que c'est vrai que j'avais lu un article où tu parlais de cette fragilité, de cette voix, et comment cette fragilité peut être traduite dans le dessin, et on va l'écouter et puis l'observer là tout de suite. Mais tu disais une chose qui m'a frappée, tu disais cette fragilité qui me transmettait en même temps l'idée du sublime. Donc, je voudrais savoir en quoi la fragilité peut être sublime. Ça arrive à un niveau tellement d'équilibre entre... On peut toujours tomber. C'est comme, vous allez voir, il y a des dessins toujours qui sont liés à une sorte d'idée d'équilibre, qu'on peut toujours, à un certain moment, avec un truc de vent, tomber. Mais c'est tenir. Et le courage de se tenir, c'est une sorte de sublimation de ses propres faiblesses, de ses propres... pour les faire devenir poésie. Pour les faire devenir... Et Robert Wyatt, il est réussi. Il est réussi dans plusieurs chansons et plusieurs musiques. Cette porte ouverte à la possibilité de transformer nos propres faiblesses, nos propres incapacités, nos propres tremblements, faire devenir en quelque chose de vrai.
Oui, et puis bon, c'est pas pour faire ma philosophe du comptoir, mais peut-être le sublime est précisément dans la fragilité. Mais le sublime, on arrive dans un moment d'équilibre total entre se perdre et exister. C'est toujours ça. Mais je veux pas. Mais surtout, ce que je veux souligner, que c'est une recherche avec les dessins. Continuellement avec soi-même, avec les dessins. Les dessins que vous allez voir, ils sont très peu connus de mon travail. Ils ne sont pas colorés, ils ne sont pas flamboyants, mais c'est le côté qui plus m'a aidé à me reconstruire, à me construire une sorte d'intériorité. On peut écouter. Voilà. Où chaque trait, vous avez entendu la voix, chaque note, elle est très blanche, chaque note. Et comme ça, dans ces dessins, ils ne sont pas des dessins faits au téléphone, c'est des dessins avec une extrême concentration, où j'ai essayé, chaque trait que je mettais, ça doit être une sorte de note, une sorte de partie de mes émotions. Ça, c'est un très bon exercice, presque de la méditation, comme ça. La suite, Lorenzo. La suite, je crois que c'est l'ouride. Ah, enfin. C'est l'ouride, en fait. Et là aussi, on se retrouve, c'était plus ou moins dans les mêmes périodes, toujours écoutant. L'ouride, il envoie, en écoutant un disque live, très très dur et très sec, où l'ouride presque en public
c'est comme s'il joue, récite. Il y a une voix. Lui aussi, il joue beaucoup avec les chanter et avec une voix dure, sec. C'est presque l'opposé de Robert Wyatt. Non? C'est sec, c'est dur, c'est tremblante, c'est acide. Mais c'est comme presque un acteur qui hurle, qui tient plein de tensions. Voilà, plein de tensions. Et moi, ça m'intéressait beaucoup, arriver à comprendre avec la plume et tout ça, comment tenir cette tension, tenir cette tension, cette énergie, cette assure qu'on peut faire avec la plume. C'est un peu une voix qui m'a influencé, un peu comme Robert Wyatt. Pourquoi pas essayer... excuse-moi. Pourquoi pas essayer de dessiner de cette façon? Est-ce qu'il y a la possibilité de dessiner comme la voix de Louride? Et après, année plus tard, j'ai eu la chance ou l'aventure de travailler avec M. Louride. Et c'est là que j'ai eu presque la possibilité de sortir un peu tout le monde plus inquiète, plus noir, plus sombre, aussi qui existe dans les chansons de Louride, mais aussi dans les contes d'Edgar Allan Poe. Parce que Louride m'a demandé d'illustrer les textes qu'il avait fait pour un spectacle de Bob Wilson sur les textes d'Edgar Allan Poe. Lui, il a fait la musique et revu les textes. Et moi, quand j'ai rencontré pour la première fois Louride, je dois avouer que je n'ai pas dormi toute la nuit avant. J'étais à New York. Je ne comprenais pas qu'est-ce qu'il voulait, s'il voulait de l'illustration, s'il voulait du dessin, que moi j'étais libre. Il voulait faire de la bande dessinée, de l'illustration. Et on s'est rencontrés et le dialogue n'était pas terrible, très très froid. Mais à un certain moment, heureusement, j'ai sorti un cahier de celles comme les dessins que vous avez vus, que je m'amène tout le temps, et je lui ai fait demander est-ce que je serais libre de faire ça. Et lui, il commençait à ouvrir les carnets, et enfin, il a commencé un peu à sourire, à avoir un petit sourire sur la bouche, à ouvrir les yeux, et à s'ouvrir, et à dire « Ah, c'est ça que je veux ». En fait, le livre, c'est déjà fait. C'était pas vrai, mais j'ai compris que j'avais une grande liberté, parce que mes dessins, ils étaient faits en énorme liberté. Et lui, il m'a dit, moi, je ne suis pas un spécialiste d'Edgar Allan Poe. J'ai mis en musique, c'est ce que j'ai pensé d'Edgar Allan Poe. Toi, tu prends ma musique, mes textes, et tu les reprends comme tu veux dans les dessins. Et souviens-toi, essaye de te concentrer pour la plupart du livre sur guilty, sur l'idée des sens de culpabilité, de se sentir coupable de faire les choses. Et alors je vous fais écouter exactement, pris dans l'album de Poetry, les morceaux qui s'appellent Guilty. Et c'est une répétition, c'est une musique très sec, c'est presque jazz, où on entend la voix de Louride très dure et très répétitive. Et derrière, j'ai mis une série d'images du livre qu'après j'ai fait avec Monsieur Louride.
guilty. I'm paralyzed with guilt. It runs through me like a rain through silk. Guilty, my mind won't leave me alone. My teeth all rotten, my lips start to foam, 'cause I'm so guilty. Guilty, guilty, ooh, guilty. What did I say? What did I say? What did I do? Did I ever do it to you? Don't turn your back. I can't look you in the eye. Guess I'm guilty as charged. I guess I'm guilty as charged. Guilty, 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 guilty. Don't do that. Don't do that. Don't do what? You're such a child, a willful child. Guilty. What can I do? I do it to you, but I do it to me too. Cut off my head. Cut off my head, cut off my head, hang me from the yard arm. Guilty, I'm paralyzed with guilt. I got a bad thoughts, I got an evil clit. Guilty. Got a bad mind, I got a bad bone. Guilty, guilty, guilty as charged. Guilty. Don't do that. Don't do what? Don't do that. Don't do that. You're such a reckless child. Don't do that. You remember when you were a baby? Do 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 you have a jury? Yeah. Do you have a verdict? Guilty as charged. Guilty, guilty, guilty as charged. Do they have a verdict? Do they have a verdict? I'm guilty. You're guilty. Oh, you're such a reckless child. I should beat you, I should hit you. I'll put you in therapy. Alors, il y a un dernier extrait qu'on va écouter et que Lorenzo d'abord va nous expliquer et puis on va le voir à l'œuvre. Oui, alors le dernier extrait, c'est presque la musique qui m'a plus influencé pour la création de Feu, en fait. Ça vient de Peter Gabriel, c'était le troisième LP et disque de Peter Gabriel, que c'était très tribal et très obscur, très dramatique aussi. Et le morceau, c'est Gian Jacinto, où il y a une sorte d'explosion, expression aussi d'énergie
énorme, une sorte de vision. Là aussi, une sorte de extase, mais très dramatique, comme un volcan qui explose presque. Par des visions, des rituels mexicains, magiques et tout ça. Et pendant que j'écoutais cette musique, j'ai commencé à dessiner une image étrange, mystérieuse. J'avais déjà l'idée de faire quelque chose d'aventure et de mystérieux sur une île où il y avait des événements étranges. Mais écoutant cette musique, j'ai commencé à jeter les images et j'ai dit, c'est ça que je veux. Essayer de concentrer l'énergie qu'il y a dans cette image, dans cette musique, l'énergie qu'il y a dans la voix de Peter Gabriel, dans les couleurs qui expriment cette chanson. Et c'est à partir justement de cette chanson qu'après j'ai développé toute l'histoire. Évidemment, il y a aussi d'autres musiques qui m'ont influencé pour Feu. Et il y avait une bande sonore de Mike Hart, qui était les percussionnistes de Grateful Dead, toujours, qui avait fait la bande sonore de Apocalypse Now, à part les musiques très connues. Mais il y a tout comme un tapis de tambours, de percussions et tout ça. Et moi, je l'écoutais continuellement. Et aussi un disque de Brian Eno, ambient, qui s'appelait On the Land, où on n'écoutait que des bruits, de l'humidité, comme si fosse dans les marais, dans la nuit, très sombre. Très sombre. Et je vous fais écouter alors la chanson, que probablement vous connaissez très bien, un morceau, et avec les planches de Feu. Et un expériment qu'on avait fait vraiment il y a très très longtemps, des copains, ils avaient essayé de projeter les images de Feu avec les voix et avec toutes les musiques que j'avais utilisées dans Feu. Évidemment, c'était un spectacle qu'on pouvait faire seulement une fois parce que sinon ça coûtait tellement un droit d'auteur qu'on n'a pas jamais pu le faire. Mais c'était très très intéressant pour voir la cohérence que les histoires sont faites aussi par des musiques, comme dans les cinémas. En fait, on est tellement prègne de ce monde sonore. On écoute. Oui. Ça, c'est la première image que j'ai faite en écoutant la musique. Ça, c'était le plus court. Bon, alors on va te voir à l'œuvre maintenant, Lorenzo.
Tu as choisi un morceau? Oui, alors après tout ces rock, après toute cette musique angoissante que je vous fais écouter et tout ça, là ça va être un morceau de Vivaldi, très très lente, très délicat. Et en fait, entre les deux, je veux expliquer, parce que j'ai eu beaucoup d'autres références et relations avec la musique, mais une très importante, c'est un spectacle qu'on a fait avec la Philharmonie de Paris et après avec l'Opéra de Dijon, qui c'est le spectacle de Hansel et Gretel, avec la musique de Humperdinck, une actrice qui raconte l'histoire et deux pianistes qui racontent. Et pendant le spectacle, moi je projetais des images de Hansel et Gretel, très noires, et de temps en temps, je dessinais avec les pinceaux et je faisais en relation avec la musique. Et c'est un spectacle qu'on a amené dans presque 27 fois dans plusieurs théâtres de la France, aussi à Paris. Mais c'était un spectacle très contrôlé. Là, pour la première fois, moi, j'essaie de dessiner en direct, un peu improvisant. Mais la musique que j'utilise, c'est une musique que quand j'ai travaillé dans Eros, un film d'Antonioni, Wong Kar-wai et Soderbergh, c'est le dernier film d'Antonioni, on a utilisé des images de la couple, pris dans mes cahiers. Et à un certain moment, j'ai eu envie, à part, de faire une sorte de vidéo artistique, de mettre dans l'exposition, avec un cahier à moi de la chambre et avec cette musique de Vivaldi. Alors maintenant, j'essaie de faire avec la même musique, mais j'essaie de faire un dessin en direct. Vous allez voir, c'est très beau. Il y a une caméra qui va permettre de regarder. C'est dur, c'est pas très long, pour pas vous ennuyer. Merci beaucoup et merci à toi. Bye bye. Merci à toi pour la.
Bon, plus ou moins. Ça donne l'idée des les relations comme la musique, ça peut faire... Quelle merveille. Non, c'est dur de prendre la parole après ça, mais je vais le faire. Alors déjà, pour vous dire, vous l'avez certainement remarqué, on attendait aussi Gabriella Giandelli aujourd'hui avec nous. Elle n'a pas pu être avec nous pour un souci personnel, familial. Donc voilà, on voulait quand même lui envoyer une pensée. Et puis... Oui, et surtout, on aurait été intéressant parce qu'elle est d'une génération beaucoup plus jeune. Alors, on pouvait voir les différentes musiques qui nous avaient influencés. Bon, cela dit, voilà, une autre fois. Voilà, une prochaine fois, on doit s'arrêter là. Moi, je tiens, voilà, déjà à vous rappeler que nos amis de la librairie sont présents dehors. Donc, si vous souhaitez acheter des livres, ça sera possible. Et puis, Lorenzo sera disponible pour une séance de dédicace pour ceux et celles qui le souhaitent. Je vous souhaite une bonne continuation si vous restez avec nous pour la suite et fin du programme d'Italissimo qui se conclut ce soir. Ça a été une très belle semaine où Paris a vraiment parlé italien. Et puis vraiment, voilà, je vous remercie pour votre présence et je remercie surtout Lorenzo Mattotti. Je remercie tous. Merci.